assassinat dans un village. Les autres, ils ont brûlé. Une fille de 17 ans. Et la garde à vue continue. Voilà les questions auxquelles devra répondre l'IGF. Talk about a bad week. Pas de mobile, pas de suspect, aucune piste officielle. Au sommaire de cette édition, notre enquête à Montpellier sur le meurtre de Bernadette Bissonnet. Son mari a-t-il commandité le crime? Je suis complètement désemparé, quoi. Le reportage de la semaine à Issoire. En exclusivité et pour la première fois à la télévision, le témoignage de la maman du petit Antoine, 6 ans, disparu le 11 septembre dernier. La justice, quand elle a une intime conviction, elle est capable de faire un rouleau compresseur sur les gens, juste par intime conviction, sans avoir aucune preuve, sans rien savoir des gens. Le portrait de la semaine, Guillaume. À 22 ans, il fait ses premiers pas de pompier professionnel à Paris. Agression, coup de couteau, tentative de suicide. Son quotidien, la violence urbaine. C'est les pompiers ? Tribunal de Montpellier, il y a 10 jours. Florent et Marc Bissonnet sont venus soutenir leur père. Ce qui me stresse, c'est de voir mon père qui va arriver avec des menottes devant nous, devant son beau-père, devant ses amis, et de devoir parler devant des juges qui ne sont pas toujours très ouverts, et on est vraiment inquiet de ça. Les deux frères ne sont pas seuls. Une vingtaine de personnes est venue soutenir Jean-Michel Bissonnet. Paul, essaie de faire pas de bruit, s'il vous plaît. On va se faire foutre dehors. L'attente est longue. Au bout d'une heure, le suspect arrive. Baisse tes mains. T'es innocent, papa. On peut lui faire une bise, juste. Et papa. Allez, j'entends. Jean-Michel Bissonnet, c'est lui. Depuis 6 mois, cet homme d'affaires est soupçonné du meurtre de sa femme Bernadette. Depuis, il est incarcéré. C'est pas normal, on est victime, mon père est victime, le titre que nous, et aujourd'hui on doit se battre pour le libérer après que vous ayez volé notre mère. Les avocats de Jean-Michel Bissonnet vont plaider pour la libération de leur client. L'enjeu, il est très simple, c'est de faire sortir un innocent qui n'a rien à faire en prison. L'audience dure 1 heure. À la sortie, Florent est optimiste. Quand on sort d'une audience comme ça, c'est la folie, quoi. C'est pas possible, ils sortent pas. Alors le père de Florent sera-t-il libéré? Les juges rendront leur décision dans 8 jours. Mais pourquoi Jean-Michel Bissonnet est-il soupçonné du meurtre de sa femme? Comment un couple en apparence uni a-t-il pu sombrer dans un destin aussi tragique? Enquête sur une tragédie qui secoue la bonne société montpelliéraine. Quand le drame s'est passé, à aucun moment, mais on a pu penser que c'était Jean-Michel. On est tombé des nues quand on nous a appris qu'il était arrêté 10 jours après, parce qu'il n'a pas été arrêté tout de suite. Mais à aucun moment on a eu de soupçon sur lui. Quand on connaît la façon dont il vivait, quand on connaît la famille, c'est monstrueux, ça colle pas. Castelnau-le-Lay, une petite ville pavillonnaire près de Montpellier. C'est dans cette luxueuse ville-là que vivent Jean-Michel et Bernadette Bissonnet. Il est homme d'affaires, un self-made man, comme on dit. Elle était pharmacienne, avant de se consacrer à sa vie de famille. Une belle maison, de l'argent, des enfants installés. Le couple Bissonnet a tout pour être heureux. Maman avait beaucoup de rêves. Elle était très rêveuse, elle se faisait des plans tout le temps, des projets. Et papa s'est attelé pendant 30 ans à réaliser les projets de maman. Mais avec une envie folle, et c'est parce qu'il voulait lui faire plaisir, il était amoureux d'elle, maman était amoureuse de lui, et c'était un ping-pong entre eux, ils se donnaient une idée, puis l'autre en donnait une autre, et puis ça devenait des choses formidables. On trouve peu de couples qui, encore après 30 ans de mariage, restent collés l'un à l'autre toutes les soirées, tous les déjeuners, tous les dîners, voilà, ils étaient plus que ça, ils étaient démonstratifs.
Depuis 5 ans, Jean-Michel et Bernadette profitent de leur vie de retraités. La maman que j'ai vue depuis 5 ans, 10 ans, je ne l'ai jamais vue aussi épanouie. La seule chose que mes parents attendaient, c'était les petits-enfants. Et ça, c'était le rêve de maman et le rêve de papa. Et le drame dans cette histoire, c'est que ma femme est tombée enceinte 4 jours avant que maman décède. Le drame se noue le 11 mars de cette année. Comme tous les mardis à 20h, Jean-Michel Bissonnet va dîner au Rotary, un club de notables qu'il fréquente depuis 25 ans. Il y avait une grande table qui était installée pour un dîner pour une vingtaine de convives. Et Jean-Michel était assis là où, ici, juste au coin. Là, voilà. Moi, j'étais pas assis à côté de lui, mais il a eu un comportement tout ce qu'il y a de plus normal, amical, détendu, comme il savait l'être. À 22h, Jean-Michel rentre à la maison. Dans le salon, il découvre le corps ensanglanté de son épouse. Elle a été abattue de 2 coups de fusil. Immédiatement, il appelle les gendarmes. Le lendemain, les enfants apprennent la terrible nouvelle. C'est comme dans les films, quoi. Enfin, on s'écroule, on a les jambes qui sont coupées, quoi. Moi, personnellement, j'y croyais pas, j'y crois toujours pas aujourd'hui. On n'arrive pas, ma mère était tellement en pleine vie, on avait tellement de projets, tellement de choses à faire ensemble que... on n'y croit absolument pas. L'enquête commence. Sur les lieux du drame, la police scientifique passe au crible la scène du meurtre. Bissonnet est interrogé. Les gendarmes lui demandent qui est venu à la maison ce jour-là. Jean-Michel Bissonnet évoque le nom du jardinier, Méziane Belkacem. Employé depuis 4 ans, il a travaillé chez les Bissonnet le jour du meurtre. Ce jour-là, justement, une querelle a éclaté entre les 2 hommes. Donc quelques heures avant que maman décède, Méziane avait demandé une somme d'argent pour acheter une voiture à notre père. Et notre père lui avait dit non, il est hors de question, on ne te donne pas d'argent. Si tu veux gagner de l'argent, tu travailles pour moi et puis en échange, je te donne de l'argent et puis voilà. Il y a pas, mais hors de question que je te donne une somme comme ça, voilà. Les gendarmes entendent le jardinier. Il avoue le crime. Il a bien tué Bernadette Bissonnet. Mais l'employé fait une révélation incroyable. Il affirme avoir tué Bernadette à la demande de Jean-Michel Bissonnet, qui lui aurait proposé une grosse somme d'argent pour éliminer sa femme. Peu de temps avant les faits, donc, ils conviennent d'une somme que M. Bissonnet a lui-même calculé comme étant un prix honnête pour le travail qu'il confie à Méziane Belkacem, donc une somme de 30 000 € en échange de ce service. Le scénario imaginé par Bissonnet devait entraîner les enquêteurs sur la piste d'un cambriolage. M. Belkacem était censé voler des choses et tout casser dans la maison, pour simuler un cambriolage qui aurait dérapé. Comme ça, on cherchait plutôt un cambrioleur, un rôdeur, quelqu'un, et pas nécessairement un proche. Le scénario commence à 21h. Le jardinier sonne à la porte. Il prétexte avoir oublié son portable. Bernadette ouvre. C'est dans le salon qu'il abat sa patronne. Mais ensuite, le scénario dérape. Il se blesse à ce moment-là, tellement les choses sont faites, on va dire, pas contre sa volonté, mais disons qu'il y a une répulsion à commettre ce geste qui fait qu'il est commis de façon très maladroite. Il va s'arracher la moitié du pouce en tirant, il y a du sang partout, son sang, celui de cette dame qui vient de décéder à ce moment-là. Donc M. Belkacem, qui est quand même un être humain normal, se rend compte qu'il vient de commettre un geste terrible et donc finit par me dire, moi, je venais de tuer cette femme, je me rendais compte, je n'allais pas en plus la voler. C'était pas possible, c'était au-dessus de mes forces. Puis le jardinier s'enfuit au volant de la voiture de Bernadette. Curieusement, il l'abandonne 200 mètres plus loin. Tout aussi curieusement, il laisse l'arme du crime sur le siège du passager. Puis il rentre chez lui dans son propre véhicule. Mais le lendemain, les enquêteurs ne retrouvent pas l'arme. Ils interrogent alors un autre homme venu chez les Bissonnet le jour du drame, le vicomte Amaury d'Harcourt, un vieil ami de Jean-Michel Bissonnet. Au bout de 2 mois, le vicomte avoue qu'il a lui aussi participé au crime. Il a récupéré l'arme dans la voiture de Bernadette et l'a jetée dans une rivière à 500 mètres de là. Les enquêteurs retrouvent l'arme, mais ce n'est pas tout. D'Harcourt affirme lui aussi avoir agi sur ordre de Jean-Michel Bissonnet.
Jean-Michel Bissonnet a-t-il commandité le meurtre de sa femme? 2 personnes l'accusent, le jardinier et le vicomte. Est-ce lui qui a imaginé le scénario du drame? Pour nous, enfin, on connaît quand même assez bien notre père. Certains diront qu'on ne connaît jamais assez bien ses parents, mais on connaît quand même assez bien notre père. C'est quelqu'un d'intelligent, rigoureux, organisé, on va dire. On ne peut pas imaginer qu'il ait mis au point un scénario aussi bancal. Faire assassiner sa femme par son jardinier, qui est assez maladroit pour se tirer dans le pouce. Faire venir son meilleur ami, qui a 82 ans, qui n'est pas très fiable, pour récupérer l'arme, et la jeter dans le Lez à 300 mètres de la maison. Je veux bien croire n'importe quoi, mais celle-là, elle est belle quand même. Enfin, mon père est tout sauf con. Pour les proches de Jean-Michel Bissonnet, une autre piste doit être explorée, celle du vicomte. Mais qui est Amaury d'Harcourt? À 83 ans, cet homme issu d'une des plus anciennes familles aristocratiques françaises vit dans son château en Bourgogne. Dans les années 70, il est l'organisateur des chasses présidentielles de Valéry Giscard d'Estaing. C'est à cette époque que Jean-Michel Bissonnet rencontre d'Harcourt. Bissonnet a 20 ans, le vicomte lui propose d'organiser ses chasses privées. Pendant 3 ans, Bissonnet profite de la vie de château et se fait un carnet d'adresses. Puis Bissonnet va faire carrière dans le sud. C'est là qu'il rencontre Bernadette, mais les 2 hommes ne se perdent pas de vue depuis 30 ans. Ils sont toujours restés amis. Je suis allé chasser avec mon père le sanglier parce qu'il voulait me montrer justement tout cet univers. C'est un univers, quand on passait les portes du château, on rentre dans un autre univers. C'est que des personnes qui n'ont pas beaucoup travaillé dans leur vie, qui vivent sur des fortunes et qui ne représentaient pas vraiment les valeurs que nos parents nous ont inculquées. Et la première valeur étant le travail. Nous avons essayé de rencontrer le vicomte en vain. Un homme a bien voulu nous en parler, Clément Gallo. Pendant 30 ans, il a été le maire d'une petite commune située à quelques kilomètres du château. Plusieurs fois par an, il était invité aux chasses d'Amaury d'Harcourt. On chassait ensemble, on dînait ensemble. Hein. Bon, vous savez, les gens de la haute volée que j'appelle, hein, ils étaient à la table de M. le Marquis et puis d'Amaury, tout ça, quoi. Puis nous, on était dans nos tables à côté. Mais enfin, quand on prenait le verre, à votre santé tout le monde, hein. C'était sympathique, très sympathique. C'est en lisant les journaux que Clément Gallo apprend l'implication du vicomte dans le meurtre de Bernadette. Je dis, mais c'est pas possible, c'est une machination, c'est quoi, hein. Alors, on suis resté là. Et je n'ai jamais revu Amaury d'Harcourt. Où est donc le vicomte d'Harcourt? Mis en examen pour complicité de crime, il est pourtant sous contrôle judiciaire. Peut-être est-il chez ses amis de la secte IVI, Invitation à la vie, une secte guérisseuse dont il est membre depuis plusieurs années. Jean-François Autant, président d'une association de lutte contre les sectes, connaît bien IVI. Vers le milieu des années 90, des gens ont déposé plainte contre les praticiens médecins d'IVI. Par exemple, je vous donne l'exemple de cette dame qui avait un cancer de la main et qui avait arrêté la chimiothérapie et la radiothérapie au bénéfice des harmonisations selon les préceptes de la secte et qui a fini par décéder, sans aucun soin. En perte de vitesse depuis ses déboires judiciaires, la secte aurait besoin d'argent. Amaury d'Harcourt, lui, ne cache pas son appartenance à IVI. D'ailleurs, aux enquêteurs, il dira que le soir du meurtre, il dînait avec des amis de la secte à quelques kilomètres de la villa des Bissonnet. Alors, qui a commandité le meurtre de Bernadette? Bissonnet ou le vicomte? Et pour quelle raison? L'argent? C'est peut-être le mobile qui aurait poussé Jean-Michel Bissonnet à faire tuer sa femme. L'idée qu'être veuf, c'est plus avantageux qu'être divorcé, surtout quand on est en séparation de biens et qu'on a organisé une donation au dernier vivant, ce qui signifie que le premier des 2 époux qui décède aura l'intégralité de la fortune du couple. C'est sûr que ça n'est pas exactement la même chose que lorsqu'on divorce. Une thèse contestée par les fils de Jean-Michel Bissonnet. On est aujourd'hui obligé
par la force des choses, de gérer la succession de notre mère. Et donc on a bien la preuve que papa est perdant dans l'affaire. Et donc que tous les biens de maman et papa, les biens de maman nous reviennent en direct et non pas à papa. Alors à moins que le plan de papa, c'est ensuite de nous faire éliminer, pourquoi pas, mais j'y crois pas trop. Ça nous paraît être une thèse complètement stupide. Et surtout nous imposer ça. Surtout nous imposer toutes ces épreuves et il savait très bien que voilà, sans notre mère on est peu de choses aujourd'hui. Et ne serait-ce que par amour pour nous, et ça, personne ne nous fera douter de son amour pour nous. On peut pas y croire. On peut pas y croire. Mais si Bissonnet n'a pas de mobile apparent, le vicomte en aurait-il un? Serait-il le véritable commanditaire du meurtre? Désargenté, il avait déjà emprunté de l'argent au Bissonnet. Il y a à peu près 2 ans, mon père a prêté à Maury 15 000 €, qu'Amaury n'a jamais rendu, mais mon père s'est dit que bon, après tout, Amaury l'avait aidé à se lancer dans la vie, il l'avait accueilli pendant 3 ans, donc c'était difficile de lui refuser. Puis dernièrement, Amaury, non seulement n'a pas pu rembourser le premier prêt, et on a demandé un second. Là, mon père a dit non, non, ma femme ne veut pas. On sait que maman ne l'apprécie pas, clairement, que lui ne devait pas forcément l'apprécier non plus parce qu'on n'apprécie pas les gens qui ne nous apprécient pas. Et voilà, elle le traitait de pique-assiette. Donc on peut très bien imaginer comment Amaury d'Harcourt a pu se dire c'est la femme qui a un obstacle. Peut-être aussi voulait-il l'argent des Bissonnet pour renflouer les caisses de la secte. Jean-Michel Bissonnet a décrit le fait que Livy ait fait des approches à son égard, par l'intermédiaire de quelqu'un de l'entourage de D'Harcourt. Il a décliné ses offres. Il a justement compris que les démarches servaient à essayer d'obtenir un financement. Donc, ce qu'on n'arrive pas à obtenir en direct, on va peut-être essayer de l'obtenir par ruse, on va essayer peut-être de l'obtenir par une autre forme, c'est-à-dire en supprimant dans la vie de M. Bissonnet le seul obstacle qui empêche qu'il soit plus libéral à l'égard de son vieil ami. Et l'obstacle, il est connu, hein. C'était Bernadette Bissonnet. Depuis 6 mois, l'assassinat de Bernadette Bissonnet n'a toujours pas été élucidé. De nombreuses zones d'ombre subsistent. Un scénario incohérent, un mobile obscur, aucun aveu du supposé commanditaire et aucune preuve non plus de sa culpabilité. Depuis 6 mois, Jean-Michel Bissonnet est incarcéré à la maison d'arrêt de Béziers. Pour la 4e fois, ses avocats ont déposé une demande de remise en liberté. Paris, lundi dernier. Florent attend la décision des juges. Son père sera-t-il libéré? Son avocat doit l'appeler. Oui, allô? Oui. Oui, maître. C'est-à-dire... Encore ils ont une nouvelle fois rejeté. Mais c'est dingue quand même, hein. Ouais, c'est ce que j'allais vous dire, allez le voir parce qu'il va péter un plomb, hein. Enfin... Bon, il faut pas qu'on baisse les bras, quoi. Hein. Ok, merci. Et voilà. Et ben, c'est mort, quoi. Ils ont encore rejeté la demande. Ça fait 4 fois. Voilà. Je suis complètement désemparé, quoi. Je suis désemparé, je suis tellement triste. Voilà, on rêve de ce jour-là tous les jours, quoi, en fait, du moment où il va sortir et le moment où on ira le chercher, et puis voilà. Et bah non, quoi. Pas pour cette fois-ci. Voilà. On a forcément peur du suicide, par exemple. Parce que quand même, un homme qui perd sa femme, assassiné, et qu'on met ensuite en prison parce qu'on l'accuse d'avoir fait ça, ça l'atteint, hein, fortement. Et voilà, surtout, je veux pas qu'il se décourage parce qu'on est là pour lui, on est là pour se battre avec lui, et voilà. Je veux pas qu'il se décourage. Les avocats de Jean-Michel Bissonnet vont déposer une 5e demande de remise en liberté.
Dans quelques mois, les jurés devront établir les responsabilités dans cette affaire entre le mari, le vicomte et le jardinier. Tout de suite, le portrait de Guillaume. À 22 ans, il fait ses débuts chez les pompiers de Paris. C'est les pompiers ? Mais d'abord, le témoignage d'Alexandrine, la maman du petit Antoine, disparu le 11 septembre dernier à Issoire. Pour la première fois, elle accepte de parler à la télévision. La justice, quand elle a une intime conviction, elle est capable de faire un rouleau compresseur sur les gens, juste par intime conviction, sans avoir aucune preuve, sans rien savoir des gens. Place de la République à Issoire, en Auvergne. Une petite ville tranquille, bouleversée depuis 1 mois par la disparition du petit Antoine, 6 ans. Alexandrine est la maman d'Antoine. Sa vie a basculé depuis le soir du 11 septembre dernier. Pour la première fois, elle accepte de témoigner à la télévision. Elle revient chez elle, sur les lieux de la disparition de son fils. Ça vous fait pas peur? Ça fait bizarre. Parce que tout... je suis passée partout avec Antoine et il y a des souvenirs partout de ce qu'on a fait ici. Vous vous sentez encore chez vous ici? Non. C'est dans son appartement qu'Alexandrine avait laissé Antoine seul, le soir du drame. Les gendarmes l'ont fouillé de fond en comble. Ils ont démonté le plancher, examiné les tuyaux, sans trouver le moindre indice. 12 jours plus tard, coup de théâtre. L'enquête s'oriente vers Alexandrine et son nouveau compagnon, Seb, un garçon qu'elle connaît depuis 1 mois. Après 27 heures de garde à vue qui ne donnent rien, Alexandrine ressort libre. Elle n'est pas mise en examen. Depuis, elle se bat avec ses avocats pour retrouver son fils et pour se disculper. Ils n'ont pas le droit de dire que je l'aime pas. C'est dégueulasse ce qu'ils font. Et c'est pas comme ça qu'on est censé traiter les gens. Et c'est pas en me mettant à la rue et en essayant de tout faire pour me briser, pour me salir, pour me détruire que c'est bon, ça y est, c'est bon, hein, monsieur le procureur, il a réussi. Hein, je suis complètement détruite et dévastée. Mais le problème, c'est que maintenant, moi, j'ai juste envie de garder espoir et de revoir mon fils. Donc si lui, il cherche un cadavre, moi pas. Et voilà, et j'ai pas du tout envie quoi, de retrouver un cadavre. Je veux juste retrouver mon fils. Que s'est-il passé le soir du 11 septembre? À 19h30, Alexandrine va dîner avec son compagnon. Antoine reste seul à la maison avec les 2 chiens de Sébastien. En fait, on a décidé d'aller manger au resto. Il n'a pas voulu venir. Il a dit qu'il préférait regarder Ratatouille, alors il a mangé à la maison, on l'a fait manger, et après on est parti au resto. La porte de l'appartement n'est pas fermée à clé. Moi, je l'ai laissée ouverte, parce qu'on ne sait jamais s'il y a quelque chose. Il savait que s'il y avait quoi que ce soit, ou n'importe quoi, il pouvait monter chez la voisine, et qu'il y avait quelqu'un en haut, et voilà, mais bon... Je n'allais pas l'enfermer à l'intérieur de l'appartement. Alexandrine et Sébastien dînent dans ce restaurant vietnamien, à 500 mètres de la maison. À 21h50, c'est-à-dire 1h30 plus tard, Alexandrine et Seb rentrent à la maison. Antoine a disparu.
Quand on est arrivé, il y avait encore le DVD qui tournait. Et on a regardé dans sa chambre s'il était en train de dormir. Et quand on l'a pas vu dans sa chambre, on a regardé la salle de bain. Et puis, je l'ai appelé, il n'a pas répondu. Et ça m'a fait paniquer. Et du coup, je suis montée voir les voisines et tout ça. Et quand les voisines m'ont dit qu'elles ne l'avaient pas vu et tout ça, on est parti à la gendarmerie. Les gendarmes se rendent sur place. La première hypothèse envisagée est alors la fugue. Dans les jours qui suivent, Issoire et la région sont ratissés de fond en comble. Aucun indice. Le 23 septembre, 12 jours après la disparition du petit garçon, l'enquête s'oriente alors dans une autre direction. Alexandrine et son compagnon sont placés en garde à vue. Déjà, on commence par dire ils ont tous les deux des passés stupes et des condamnations. Je vois pas l'intérêt d'aller dire ça aux médias, à part pour pourrir les gens. Ensuite, bon allez, elle est jeune, c'est une mère instable. En plus de ça, elle a fait de la prison. Hop, elle l'aimait pas. C'est pas vrai. Et c'est trop facile de dire, de se baser sur les dires des gens qui nous connaissent pas ou de se baser sur rien du tout, sur une intime conviction, parce que c'était plus facile que ce soit nous, plutôt que de chercher le vrai coupable. Après 27 heures de garde à vue, Seb est envoyé en prison pour une ancienne affaire de stupes dans laquelle il avait été condamné. Alexandrine est remise en liberté. Aucune charge n'est retenue contre elle. C'est pas mon témoignage qu'ils voulaient, c'est juste ils voulaient des aveux, quoi. Et ils sont ignobles parce que quand ils viennent vous hurler dessus, que vous aimez pas votre fils, que de toute façon vous vous en foutez, que vous êtes une mauvaise mère, tout ça pourquoi? Tout ça pour essayer d'avoir des aveux de quelque chose que j'ai pas fait. Je trouve ça absolument dégueulasse, quoi. Parce que je veux bien avouer, mais je veux bien avouer quelque chose si je suis coupable, mais je vais pas avouer quelque chose que j'ai pas fait. Alexandrine est-elle coupable? Dans son entourage proche, on n'y croit pas. Sa grand-mère a accepté de témoigner à visage caché. Et je pense qu'Alexandrine ne se rend pas beaucoup compte que elle se prépare à des jours très difficiles. Est-ce que vous pensez qu'elle aurait pu faire du mal, Antoine, Alexandrine? Non. Pas elle. Je soupçonne tout le monde et personne. Parce que j'ai rien sur personne, mais que c'est pas pour autant que je retourne pas tout dans toutes les situations possibles et inimaginables qui pourraient être. Est-ce qu'à un moment ou à un autre, vous avez pu soupçonner votre nouveau compagnon? Non. Non, parce qu'il aimait Antoine et qu'il est aussi malheureux de ce qui se passe que moi, donc voilà. Il existe aussi une troisième hypothèse, celle de l'enlèvement. Pendant qu'Alexandrine et Seb sont au restaurant, sa voisine du dessus entend une voiture s'arrêter devant la maison. Des pas dans l'escalier, un craquement de boîte de vitesse et un démarrage en trombe. À mon avis, le bruit de la voiture et les bruits de pas dans l'escalier, elles ont dû le dire le soir même aux gendarmes, quoi. Donc, j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi ils sont partis sur une fugue alors qu'on leur dit qu'il y a une voiture et des bruits de pas. Alexandrine met en cause l'enquête de gendarmerie et l'insuffisance des moyens mis en œuvre pour retrouver son fils. Ici, à la gare de Clermont-Ferrand, elle veut vérifier que les avis de recherche ont bien été collés. Et là, voilà, maintenant, on voit qu'il n'y a rien. Bonjour. J'aurais voulu savoir, est-ce que vous avez eu des consignes de diffusion ou ne serait-ce que l'affiche du petit Antoine? C'est le petit garçon de 6 ans et demi qui a disparu à Issoire. Ouais. On en a eu un petit... on en a dans nos bureaux, oui, si vous voulez. Ah, dans vos bureaux? Oui. Ah. Et il n'y en a aucune qui est à la vue du public? À la vue du public, non. Antoine a disparu depuis plus d'un mois. Aucune des pistes suivies par les enquêteurs n'a abouti. Les investigations se poursuivent. Alexandrine regarde souvent les dernières photos de son fils
dans son téléphone portable. Elle garde toujours l'espoir de le retrouver vivant. En attendant, celui qui pâtit de toutes les conneries qui ont été faites dans cette enquête, eh ben, c'est Antoine. Et celui qui pâtit encore du fait qu'on dise à la presse qu'il soit à moitié, à demi-mot qu'il soit mort, c'est Antoine. Seulement, il y en a qui ont l'air d'oublier que derrière tout ça, il y a un petit garçon de 6 ans qui s'appelle Antoine. C'est une vraie canaille et il est adorable et il ne faut pas l'oublier. Parce qu'après tout, c'est lui qu'on cherche et il ne faut pas l'oublier. Caserne Champéret, dans le 17e arrondissement de Paris. Guillaume a 22 ans. Il est pompier depuis 2 semaines. Un drame vient d'éclater. Une personne est grièvement blessée. Guillaume et son équipe sont appelés au secours de la victime. Arme blanche. Le capitaine Surin, commandant de la caserne, supervise les opérations. On part sur un blessé arme blanche. On va voir ce que c'est. Hein. Ça peut être un petit peu tout. L'arme blanche pouvant être tout simplement un coup de couteau ou un cutter. Tout peut arriver. Hein. On est dans Paris. Hein. On arrive. Hein. J'ai mon véhicule de secours à victime qui est là. Dans le véhicule de secours, Guillaume s'occupe déjà de la victime. Un homme qui a reçu 2 coups de couteau dans le bras. Guillaume vient de stopper l'hémorragie. Est-ce que le sang il sortait fort, il giclait? Oui, il sortait fort, il est sorti fort, il m'a tout de suite inondé la veste. Donc, tout de suite, j'avais la veste trempée et je sentais ça coulait le long. L'homme a perdu 1/10 de son sang. Mais le pire a été évité, l'artère n'a pas été touchée. C'est le monsieur qui s'est fait poignarder par sa femme. Par sa femme? Par sa femme, ils sont en procédure de divorce. Non, chez eux. En fait, il est descendu chez lui, ils sont en procédure de divorce. Le divorce se passe mal. Elle a bu et lui a donné 2 coups de couteau au niveau du biceps. Un drame passionnel. Les pompiers y sont confrontés en moyenne 1 fois par mois dans le secteur. Pour Guillaume, cette intervention sur un blessé par arme blanche est une première. Les signes vitaux sont bons. C'est impressionnant? Bah, il y avait beaucoup de sang, quoi. Faut supporter la vue du sang. Là, c'est vraiment, faut aller très vite, être très précis, parce qu'il peut y avoir un danger vital. Donc, là, c'est vraiment les interventions qu'on aime particulièrement. Le blessé est hors de danger. Le capitaine s'inquiète désormais pour sa femme, qui est retranchée chez elle. Il craint qu'elle soit en état de choc après son geste criminel. Problème, il ne sait pas où se trouve l'appartement du couple. Il doit convaincre le mari de lui donner l'adresse exacte. Elle est en train de se retrancher sur elle-même. Il faut qu'il y ait une discussion. Un minimum de discussion. Si vous sonnez, s'il ne répond pas, est-ce que de sauter par la fenêtre? On va faire attention à tout. C'est-à-dire que c'est les pompiers qui vont se déplacer, pas la police. C'est nous qui allons lui parler. On ne peut pas laisser la situation comme ça. C'est pas bon pour elle. Il faut faire attention. Si elle a ce genre de geste envers vous, on ne peut pas la laisser comme ça, faire tout et n'importe quoi. Non, très posément. Au bout de 5 minutes de discussion, le mari finit par donner l'adresse au capitaine. Les pompiers localisent les fenêtres du logement. Aucune n'est ouverte pour l'instant. Les traces de sang conduisent directement à l'appartement. Le capitaine et Guillaume s'y rendent les premiers pour calmer la femme, avant l'arrivée de la police. C'est les pompiers? Reculez. C'est les pompiers, on peut vous voir 2 secondes ou pas? Oui, bien sûr, vous pouvez nous voir. Ok, on rentre. Rentrez. Allez voir, vous allez bien? On s'inquiétait un peu pour vous, c'est pour ça qu'on est venu. Oui. Bon, pas de soucis. On sait ce que vous avez fait. C'est pas plus grave que ça. C'est grave. C'est pas le geste en tant que tel, parce qu'il n'y a pas de pronostic vital engagé. Non. Ce qui est grave, c'est d'arriver dans un couple à ce niveau-là. Oui. Mais là, je suis pas malheureux. La crainte du capitaine, c'est que la femme saute par la fenêtre. Il poste discrètement Guillaume pour sécuriser les lieux. Vous pouvez vous mettre juste la fenêtre, les fenêtres toujours. On peut s'asseoir? Bien sûr. Ouais, c'est le plus simple, on va s'asseoir tranquillement. Le capitaine avait vu juste, la femme est suicidaire. Je suis à 2 doigts de me jeter par la fenêtre. Ouais, mais c'est pour ça qu'on est venu, ce serait trop bête. Je vais me suicider. Non, non, non. Pourquoi non? Parce qu'il y a toujours quelque chose derrière, il y a toujours. Le capitaine Surin va passer 30 minutes à calmer la jeune femme. Guillaume découvre alors une réalité sordide. Cette femme est battue par son mari. Et aujourd'hui, elle ne s'est pas laissée faire. Et j'ai vu rouge, j'ai pris le couteau et j'ai planté le couteau dans le bras. Ouais.
Et j'ai été battue quand même. Ouais, mais de toute façon, ça... Vous savez ce qu'on va faire? Le plus simple, hein. C'est pour ça que je suis venu, moi. Il y a la police, évidemment, en bas, vous vous en doutez. Voilà, le mieux, c'est d'en discuter peut-être avec la police. On fait ça? On fait monter la police juste pour en discuter. De toute façon, ils sont obligés de faire au moins que vous montriez ce qui vous est arrivé. Nous, on sait ce qui lui est arrivé, qu'on en discute. Dans l'escalier, la police attend le feu vert du capitaine pour entrer dans l'appartement. Ce que j'ai demandé, vous allez chercher la police. Alors tout le monde ne monte pas toute la police. Hein. Je veux voir pour l'instant l'officier de police judiciaire s'il est là et le gradé. Et je sens que vous avez un fort caractère, vous êtes une femme forte, une femme qui peut rebondir. Il n'y a pas de raison. C'est qu'on a tous des hauts et des bas, des conneries, on a tous fait. Le gars qui n'a jamais fait de conneries, qui lève la main. Maintenant, faut pas s'enterrer là-dedans. Faut pas s'enterrer là-dedans maintenant. Guillaume revient avec l'officier de la BAC. La mission des pompiers s'arrête là. Le capitaine a réussi à calmer la jeune femme. Elle est prise en charge par la police. Ça reste des moments hyper douloureux, parce que c'est des moments de vie. On peut pas dissocier le fait qu'il y a 2 vies là-dedans et qu'il s'est passé quelque chose et que forcément, même s'il s'en sort bien, qu'il n'y a pas de pronostic vital engagé, etc., il y a un drame derrière, quoi. Et je pense que c'est le plus dur à gérer. Il est passé où le John McCallaghan, là, mon petit sapeur-pompier? L'équipe est au complet, les pompiers peuvent quitter les lieux. Le blessé attend toujours dans le véhicule de secours. Il va bien. Il s'agit maintenant de l'amener aux urgences. Bon, tout va bien au niveau de votre pouls, donc la circulation est bonne. Donc ça c'est bien, c'est important. Pour la première fois de sa vie, le jeune pompier s'occupe d'une victime grièvement blessée. On n'a pas le droit à l'erreur en fait, il faut aller vite, il faut être concentré, il faut aller vite mais faire correctement. Et c'est pour ça qu'on n'a pas le droit à l'erreur. On voit vraiment de tout, toutes les détresses, on voit de tout, quoi. C'est ça aussi qui fait le métier. Hein. C'est ça qui est beau. Je m'attendais pas à ce qu'elle fasse réellement ça. D'accord. Elle vous a menacé avant de vous mettre le couteau dans le bras? Oui. Ouais, vous a menacé, elle était avec son couteau Non, elle était comme ça et puis D'accord. Voilà. Je m'en vais, je prends des affaires, je m'en vais. Et là, c'est la première femme qui me blesse dans les 2 sens. Hein. Vraiment, dans les 2 sens. Ah ouais. On a l'impression d'être leurs confidents, alors qu'on les connaît même pas. C'est aussi qui est bien, quoi. Parce qu'ils nous racontent tout. On les voit dans les moments les plus mauvais. Là où normalement quelqu'un n'aime pas qu'on aille dans leur jardin secret, mais nous on y va en fait. Et c'est aussi qui est bien, quoi. Arrivé à l'hôpital de Neuilly, le blessé est amené aux urgences. Sa vie n'est pas en danger. Pour Guillaume, retour à la caserne. Il vient de surmonter une de ses premières épreuves. Pour moi, personnellement, c'est dur, puisque à 22 ans, on n'a pas beaucoup d'expérience. Surtout moi, en plus, au niveau de ce métier, j'ai vraiment pas beaucoup d'expérience. Mais bon, on fait du mieux qu'on peut. Hein. Déjà, comme je vous dis, si on les écoute et si on les aide, c'est déjà beaucoup. Hein. Cela fait 20 heures d'affilée que Guillaume est debout. Pour tenir le coup, une pause goûter. Il est 2 h du matin. C'est le goûter de la nuit pour les engins qui partent. La nuit, on a relativement faim, parce que on dort pas, on mange. Ça fait du bien, ça réveille un peu. Un petit bout de pain, un petit vache qui rit, et c'est reparti. 2h12, Guillaume essaye de se reposer un peu. Mais à tout moment, la sirène peut l'appeler pour une intervention. Pour enfiler ses vêtements en quelques secondes, il a un truc. Le but du jeu, c'est d'aller le plus vite possible. Donc on met les chaussettes, et puis après, directement les pieds dans le pantalon, dans les chaussures, et puis on remonte le pantalon, puis c'est parti. En 3 jours de garde, il ne dormira que 14 heures. À la caserne Champéret, les nuits sont courtes. On est ici à quelques pas des Champs-Élysées. C'est l'une des 3 casernes qui décale le plus, comme on dit, à Paris. 14 000 interventions par an. Pour une première affectation, Guillaume est bien tombé. 4 heures du matin, nouvelle alerte. Le jeune pompier et son équipe partent sur une intoxication médicamenteuse. Une femme vient de faire une tentative de suicide. La nuit, c'est plus sombre. C'est là qu'on voit plus un peu la misère. Des gens qui sont en détresse psychologique, qui ont besoin d'aide, qui font des tentatives de suicide, qui sont pas bien dans leur peau. Et voilà, c'est ce genre de choses. Arrivé sur les lieux, l'équipe découvre cette femme.
Elle a 48 ans, elle est désespérée, elle vient d'avaler des anxiolytiques et de l'alcool. Faut pas dire ça, madame. Pourquoi? Je cherche s'il y a des boîtes de médicaments, je cherche dans la poubelle. Où est-ce que vous l'avez mise, la boîte? Et du mousseux, c'est ça? En quelle quantité, madame? C'est la voisine qui a appelé les pompiers. Là, elle est venue frapper, elle est tombée, elle m'a dit j'ai pris des cachets, j'ai appelé les pompiers tout de suite, quoi. Des fois, elle prend des exomines, mais avec de l'alcool. Donc ça fait qu'elle fait des crises comme ça, où elle va se taper la tête dans les murs. Donc voilà, mais bon, c'est vrai qu'elle a beaucoup de problèmes et c'est pas facile pour elle, surtout qu'elle est seule. Dans la salle de bain de la victime, la boîte d'anxiolytiques. Trouvé une boîte d'exomine et une bouteille de champagne vide. D'accord. La boîte, elle est entamée? Elle est vide, oui. Vous avez envie de vomir ou pas? Non, ça va? Pas de vertige, de nausée? La situation est grave, il faut éviter que la femme ne sombre dans le coma. Les pompiers l'emmènent de toute urgence à l'hôpital. Guillaume se retrouve seul à l'arrière du véhicule. Son rôle est essentiel. Il doit tenir la victime en éveil. On ne sait jamais, hein, surtout dans des cas comme ça peut se dégrader très vite. Et surveiller, parler, réconforter la victime. Pourquoi parler? Surtout pour la tenir éveillée, parce que dans ce cas-là, ça peut être dangereux si elle s'endort. Vous voulez mourir, tout ça pour quelqu'un? Vous croyez vraiment qu'il en vaut la peine? Cette femme n'a pas supporté que son ami la quitte. C'est pas la peine non plus de se tuer, de vouloir se tuer. Il y en a plein d'autres, il y en a des millions. Et vos enfants, vous pensez à vos enfants? Et alors? Ils ont quand même besoin de leur mère. On a toujours besoin de sa maman. La victime passera la nuit aux urgences. Après 24 heures à l'hôpital, elle est rentrée chez elle. Guillaume est intervenu sur 4 tentatives de suicide en 2 semaines. Pour lui qui a vécu dans une petite ville de Charente-Maritime, l'origine de ce mal de vivre vient de la capitale. Bonjour. Moi personnellement, je pense que c'est ça qui me choque le plus en fait. De voir des gens qui sont tout seuls dans ça et que quasiment personne ne s'occupe d'eux, quoi. La ville, c'est vraiment quelque chose d'égoïste. Ils sont les uns à côté des autres, sont tous ensemble, mais personne ne se voit. C'est ça que personne ne prête attention aux autres. 32 VSAV numéro 1, Champéret quitte l'hôpital de Neuilly-sur-Seine disponible. Bilan des dernières 24 heures pour Guillaume, une tentative de suicide, une tentative d'homicide et une quinzaine d'interventions. Des petits bobos, des dizaines de kilomètres parcourus, 2 heures de sommeil et 3 sandwichs. C'est enrichissant et puis ça fait mûrir. Je pense que ça fait mûrir. La semaine prochaine, dans Fait divers le Mag, l'affaire Agnès Leroux. 30 ans après la disparition de l'héritière du Casino Roule à Cannes, la Cour de cassation doit décider si elle libère Jean-Maurice Agnelet, le présumé coupable. Condamner quelqu'un de 69 ans à 20 ans de prison, je veux savoir à quoi ça rime en termes de justice. À rien. À Nice, avec la brigade ferroviaire en patrouille pour lutter contre l'immigration clandestine. Ticket. Passeport. Non. Il n'y a pas de ticket de train, il n'y a rien. Chaque jour, une centaine d'immigrés en situation irrégulière montent dans ce train pour tenter de venir en France. On y va, allez. Oh, monsieur, monsieur,